Bonjour et bienvenue dans cette thématique historique de février qui parlera de la reine Elisabeth II. Ne vous inquiétez pas, le général Hux a décidé de se manifester. Voilà, il n'arrête pas de miauler, donc si vous l'entendez derrière moi, ne vous inquiétez pas, il n'est pas malheureux, c'est juste que son Altesse Royale s'amuse beaucoup avec une nouvelle souris que j'ai fabriquée, et donc il hurle comme un putois dès qu'il s'amuse avec cette souris. Alors, la reine Elisabeth II m'a été demandée plusieurs fois. Je dois avouer que j'avais pas des réticences. Je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez très bien mon admiration pour la dame. Mais j'avais un peu la trouille, il faut dire, de le faire parce que je savais et je sais que ça va être émouvant et que enregistrer un podcast en entendant la personne qui fait le podcast, qui enregistre le podcast, limite un peu couiné, c'est moyen. Voilà, donc on va essayer de se tenir à être un minimum professionnel, tout est relatif. Hein. Voilà, mais enfin un minimum compréhensible. Donc on va dérouler un petit peu la lignée de la reine, avec des dates clés d'abord, parler un peu de ces deux blason, puisqu'elle a eu deux blasons, hein, puisqu'elle a été d'abord princesse du royaume, duchesse d'Édimbourg, et ensuite reine. Et on reviendra notamment, alors on fera un interlude avec les rôles à l'écran, puisque si elle a fait des choses elle-même, mais aussi d'autres actrices évidemment l'ont interprétée. On en connaît quand même quelques-unes, que ce soit à la télévision ou au cinéma. Voilà. Et ensuite, évidemment, on reviendra en tant qu'elle-même, c'est-à-dire son déroulé de vie en tant que reine, ce qu'elle a fait, comment elle s'est préparée à la vie, comment elle est passée de simple princesse du royaume à la future reine d'Angleterre, puisqu'elle n'était pas du tout destinée à l'être. Voilà, donc toutes les étapes qu'on peut données sur la reine. Alors évidemment, ça ne sera pas exhaustif, hein, sinon on peut y passer 90 ans. Mais on va essayer de se débrouiller, de couvrir le plus possible pour arriver aux derniers jours, aux dernières heures de sa vie, pour que voilà, qu'il y ait un spectre assez large pour elle. Alors, pour la généalogie, on va dire que l'arrière-arrière-grand-mère d'Élisabeth II n'était autre que la reine Victoria, qui a régné sur l'Empire britannique pendant 64 ans, soit le plus longtemps que tout autre monarque avant Victoria, on est bien d'accord, et que Victoria était elle-même pas du tout la première dans l'ordre de succession, mais en vérité cinquième. Et il y a eu une série de décès qui vont l'asseoir sur le trône de la Grande-Bretagne à l'âge de 18 ans seulement. En fait, Édouard 7. Édouard VII, on va s'en sortir avec la lignée. Édouard VII, donc, qui est le fils aîné de la reine Victoria et qui est donc son héritier direct désigné de longue date, va attendre la fin du règne de sa mère, tiens on en connaît un autre, pour être couronné. Il avait 59 ans, il va régner que 9 ans, puisqu'il va mourir 9 ans plus tard, et c'est son fils aîné, le prince Victor Albert, qui malheureusement était décédé entre-temps, entre sa grand-mère et son père. Il est décédé d'ailleurs très prématurément, je crois qu'il avait tout juste 28 ans. Et donc c'est son cadet, qui s'appelle Georges, qui va monter sur le trône. Alors il est plus connu sous le nom de Georges V, il va régner 25 ans, et à sa mort, en 1936, donc son fils, qui s'appelle David dans la vie courante, mais qui va se prénommer Édouard VIII, qui est donc l'oncle d'Élisabeth II, hein, puisque les deux frères sont issus de Georges V, va prendre la suite. Alors on connaît l'histoire, hein, voilà, il est tombé très amoureux d'une certaine Wallis Simpson, qui était une mondaine américaine, divorcée 2 fois, la totale. Ah ben une fois ça passe, mais la deux, voilà.
sachant qu'en plus elle avait quand même quelques amitiés dans l'Allemagne nazie, donc ça aidait pas, hein. En bas ça aide pas des masses. Et donc, en fait, Édouard VIII va devoir choisir, puisque on lui conseille de ne pas l'épouser, que lui veut l'épouser, et donc on lui dit, en gros, les conseillers ont dû lui dire, ou la Chambre des Lords a dû lui dire, chaton, tu choisis entre ta femme, enfin la fille et le trône, hein, et il a choisi la fille. Voilà. Alors après, il y a eu de nombreuses biographies sur le destin donc des deux. Il faut dire aussi que visiblement le duc et la duchesse de Windsor n'ont pas fait le mariage le plus heureux par la suite, paraît-il. Voilà, après, on n'était pas dans leur maison ni dans leur lit, on ne sait pas, on n'en sait rien, on ne veut pas savoir. En tous les cas, ils ont jamais divorcé, puisqu'il est mort avant elle. Et voilà, donc, je pense qu'on a tous l'image du duc et de la duchesse de Windsor, donc voilà. Alors, à l'abdication de Édouard VIII, donc c'est son frère. Parce qu'il y a eu vous imaginez, il y a une crise constitutionnelle, un roi qui abdique juste pour, en gros, se marier avec une américaine 2 fois divorcée, ça quand même, ça le fait pas. Alors, si évidemment il avait eu des enfants, ça aurait été ses enfants qui auraient régné, forcément, voilà. En tous les cas, une fille, enfin fille ou garçon en tous les cas, mais en tous les cas, il y avait encore cette loi, je crois. C'est la reine Elisabeth d'ailleurs qui a fait tomber la loi de premier-né qui devait régner, etc. Premier-né garçon à la base, c'était vraiment le garçon, et puis la reine, d'ailleurs je pense que c'est à la naissance, avant la naissance de George, donc le fils de William et Catherine, qui a fait tomber parce qu'on ne savait pas ce que c'était, donc elle s'est dit, si c'est une fille, il va falloir qu'elle la première, c'est pas juste la première qui naît, la première est reine, enfin reine ou roi, voilà. Bon, il s'est trouvé que c'était un garçon, mais ça aurait pu être une fille. Et donc on va chercher évidemment dans la branche à côté, et la branche à côté, c'est que son frère, en fait, on va introniser George VI, qui est monté sur le trône avec assez de réticence, principalement parce que c'était un garçon qui avait des problèmes d'élocution. Je pense que vous avez tous vu peut-être le discours d'un roi avec Colin Firth, et voilà, donc il était un peu bègue. Il n'était pas destiné du tout à régner, donc voilà, il menait une vie très très simple, très sympathique, etc. avec sa femme, donc la princesse Elisabeth, pas sa fille, hein, sa femme elle s'appelait Bowles Lyons, sa femme, donc voilà, donc il y avait la duchesse Elisabeth, etc. donc tout allait bien, bon il a bien fallu, et ça vient de me revenir, la reine Elisabeth a enlevé le système de primogéniture masculine en 2013 exactement. Voilà. Donc George VI monte sur le trône, et donc forcément c'est son aîné qui va se placer dans la ligne de l'ordre de succession. Parce que au moment de l'abdication de Édouard VIII, Élisabeth elle a 10 ans. Elle a grandi à Londres et dans la campagne anglaise environnante, et même si son domicile londonien se situe vers Hyde Park et est digne de son nom, il bénéficie pas d'une sécurité intéressante et relative, parce qu'en fait elle n'était pas du tout destinée à régner. Donc elle et sa sœur Margaret vont bénéficier en fait de précepteurs à domicile, parce que c'était comme ça. Alors elle va devenir évidemment à la mort de son père la 6e femme à monter sur le trône du Royaume-Uni et de son empire, on rappelle, qui est désormais le Commonwealth, qui est composé environ, et je pense que c'est toujours actuel, de 54 États, principalement des anciens territoires de l'Empire britannique, en gros, presque, dont certains d'entre eux, et il faut quand même le préciser, comme la Nouvelle-Zélande, le Canada et l'Australie, ont toujours le roi ou la reine, à l'occurrence on parle d'Élisabeth, donc avait toujours la reine d'Angleterre comme monarque et chef d'État. Voilà.
Alors, il y a des dates clés dans la vie d'Élisabeth II, et évidemment, c'est quand même celle qu'il faut retenir. Alors, elle est née en 1926, elle est née le 21 avril 1926. Son père était donc le duc d'York, donc le futur, je rappelle, George VI, et sa mère était Elizabeth Bow-Lyons. En 1936, donc elle a 10 ans, et son oncle abdique, son père est proclamé roi, et donc elle est forcément devenue l'héritière en titre de la succession. En 1947, Elisabeth se marie à l'abbaye de Westminster le 20 novembre 1945 avec un certain Philippe de Grèze, fort joli au demeurant. Ça faisait un joli couple, mais alors le choupi, qu'est-ce qu'il était beau. Remarque, même vieux, il était beau encore. Mais bon, bref. 1954, c'est lors d'un voyage au Kenya, qu'ils font tous les deux d'ailleurs, en amoureux en gros, qu'ils vont apprendre la mort, en fait, que lui va apprendre la mort de son beau-père, donc le roi, le 6 février 1952. Je pense que si vous avez regardé la série The Crown, il y a une scène particulièrement éloquente sur cette histoire, c'est-à-dire c'est lui qui est allé annoncer à sa femme la mort de son père et du fait qu'elle est devenue reine ce jour-là, puisque en Angleterre on dit que en fait le roi est mort, vive le roi, puisque c'est comme ça que ça doit être fait. Et elle est devenue reine donc le 6 février 1952 à la mort du roi, mais elle est couronnée le 2 juin 1953 exactement, le temps du deuil qui est automatique comme en Angleterre. Entre 1953 et on va dire 1977, il y a quand même une période assez importante. Et le 6 février 1977, la reine célèbre ses 25 ans de règne. Pour l'occasion, on va dire, c'est quand même une date importante, le groupe Les Sex Pistols décide, originaire de Londres, décide de dévoiler un titre anti-monarchique qui s'appelle God Save the Queen. La BBC va refuser de diffuser la chanson parce qu'elle trouve que c'est trop irrévérencieux envers la reine. La reine a quand même à ce moment-là trouvé que c'était quand même un affront assez terrible à la monarchie. Bon, depuis c'est quand même devenu en gros on va dire une chanson mythique et il me semble qu'il y a un des membres de Sex Pistols qui avait même dit ouais non mais en fait en gros en y revenant les paroles peuvent être prises comme une déclaration douce amère d'amour. Vraiment douce amère alors. Voilà, 1981, le 29 juillet 1981, l'héritier du trône, donc Charles, va épouser Lady Diana Spencer à Londres. Et alors, il faut dire que tout le monde a vu les images du mariage, même si vous n'étiez pas né, je pense qu'à un moment donné de votre vie, vous l'avez vu. À l'époque, il y a quand même répertorié 750 millions de personnes qui ont vu la retransmission de la cérémonie en direct. Oui, c'est Hux qui gueule après la souris. Donc, vous imaginez l'impact. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. En 1992, donc, la reine décrit lors de l'annuel banquet de rétrospective, on va dire, annuelle, et de son règne, enfin en tous les cas de l'année de ce règne-là, elle va déclarer dans une soirée que cette année est l'annus horribilis, donc année terrible, horrible mais terrible, puisque en gros entre le divorce de 3 de ses gosses, sinon c'est pas drôle, voilà, donc Andrew, Charles et Anne, le château de Windsor est touché par un incendie complètement accidentel. D'ailleurs, c'est une des rares fois où on voit la reine pleurer en direct. Ça, et le jour où son yacht chéri a été mis à quai. Voilà, parce que c'était surtout, elle l'a expliqué un jour, elle a dit que c'était parce que c'était des souvenirs personnels qui s'en allaient soit en fumée, soit à la rade, et qu'elle avait été tellement heureuse sur ce bateau comme jeune princesse, comme jeune mariée, avec ses enfants, parce qu'elle avait une liberté absolument totale là-dessus, et que Windsor était une espèce de havre de paix, parce que Buckingham était le palais de travail, mais Windsor était un peu on va dire, plus intimiste. Voilà, ils étaient un peu plus en famille. En 1997, là tout le monde s'en rappelle,
le 31 août 1997, l'ex-épouse de Charles, donc Diana, qui avait gardé son titre, la princesse Diana meurt dans un accident de voiture à Paris. Et la reine va se murer dans ce silence que, au début, beaucoup de Britanniques vont pas comprendre. Alors c'est très bien expliqué dans The Queen, avec Hélène Mirren, qui est d'ailleurs formidable dans le rôle de la reine. De toute façon, elle est toujours formidable, Hélène Mirren. Mais c'est vrai qu'à posteriori, et elle l'a un peu explicité un jour, dans les rares interviews, en tout cas, les rares déclarations qu'elle a faites, et des commentaires ont été faits sur ce sujet-là de correspondants très informés. En fait, elle a pensé qu'à une seule chose, à protéger ses petits-enfants. Voilà. Comme je pense, et quand j'en avais parlé à l'époque avec mes grands-mères, un jour j'avais dit à mes grands-mères, mais qu'est-ce que vous auriez fait à sa place, quoi? Parce que c'était des grands-mères aussi, donc elles avaient ce recul-là des petits-enfants. Et mes deux grands-mères m'ont répondu exactement la même chose. Elles m'ont dit, on aurait fait exactement comme elle. C'est-à-dire qu'on t'aurait mis dans une espèce de bulle cocon, et on aurait essayé de te consoler au mieux qu'on puisse sans avoir les photographes partout, avoir des gens qui te demandent comment tu te passes, et est-ce que votre maman, parce qu'il y a des gens qui ont carrément un jour demandé, je crois qu'à William, est-ce que votre maman vous manque? Mais putain, mais ça se demande pas, quoi. En plus, elle est morte devant les yeux du monde, leur mère, donc c'est très malheureux quand vous perdez votre maman, mais la plupart du temps, nous, les communs des mortels, quand on perd sa mère, à part nos amis, notre famille et quelques voisins, ça fait pas la une des magazines. Eux, c'est même pas la une des magazines, c'était la une mondiale, partout, ça tournait en boucle, et les obsèques diffusées en direct à la télévision, etc. Donc voilà. Donc, moi, j'ai compris la perspective de la reine parce que mes grands-mères me l'ont expliqué. Voilà. Après, les Britanniques, je sais, pour en avoir parlé avec mes potes, à l'époque, mes amis, y en a certains qui n'ont pas compris, qui me disaient, mais enfin pourquoi, que tu te rends compte, nous aussi on est triste, il faudrait qu'elle vienne, elle revienne à Londres, elle reste à Balmoral, on comprend pas, voilà. Mais bon, ils ont compris, et puis de toute façon, je pense que quand elle est revenue à Londres, avec les fleurs partout, il y a eu un geste qui a fait comprendre que les Britanniques avaient capté. Sur l'émotion, ils ont été un peu ouh, ah bah c'est les British, hein. Donc ils sont un peu ouh, voilà, et ils ont compris, voilà, parce que c'est des Britanniques, ça revient dans le rang normalement. Il y avait une petite fille qui avait tendu un bouquet à la reine, et la reine était persuadée que c'était pour Diana. Donc elle l'a pris, elle a dit je vais les déposer. Et en fait la petite fille, avec, je crois que c'était sa grand-mère qui était à côté d'elle, lui a dit non, votre majesté, c'est pour vous. Et donc en fait elle a compris que son peuple avait, alors oui pardonné, mais il n'y avait rien à pardonner, mais en tous les cas avait compris, voilà, le fait qu'elle avait protégé ses petits-enfants. Et force est de constater qu'elle les a bien protégés, en tous les cas l'aîné, bon l'autre perdu pour la cause, hein. Voilà. Mais bon, on voit bien qu'elle a protégé ses petits-enfants comme elle a pu. 2011, donc, elle va faire quelque chose qui est très important pour les Irlandais, et Dieu seul sait que mes amis irlandais étaient très contents, c'est-à-dire qu'elle va se rendre symboliquement en Irlande. C'est le premier déplacement d'un monarque britannique à Dublin depuis 1911, soit avant la guerre d'indépendance. Voilà. Oui, on est au courant, 1917, ça a frotté grandement, et d'ailleurs les Irlandais avaient bien raison de frotter, d'ailleurs, parce que la colonisation britannique a été, on va dire, rude, très très sanglante, très... oui, ah bah on va dire sanglante et rude. Très violente, et donc c'est vraiment la première fois. Elle a été très bien accueillie, d'ailleurs elle avait poussé l'extrême délicatesse en s'habillant en vert, les couleurs de l'Irlande, donc inutile de vous dire que les bestioles l'ont apprécié. Voilà, et la même année, hein, il faut dire qu'il y a le mariage du siècle, enfin le deuxième, enfin l'autre siècle, enfin la nouvelle décennie, quoi, puisque le prince héritier, donc William, va s'unir à Kate Middleton, comme on l'appelait à l'époque, qui s'appelle en vérité Catherine Middleton, et qui va devenir la reine Catherine, et actuellement qui est juste la princesse, on va dire, enfin en tous les cas,
voilà, parce que c'est son prénom. Et en 2021, en fait, le 9 avril 2021, en fait, la reine, après avoir perdu sa mère et sa sœur dans la même année, perd son mari, le prince Philippe, qui a 99 ans, marié depuis 1947, hein, je rappelle, voilà. Donc c'est plus que votre mari, plus que le compagnon d'une vie et le père de vos enfants, je pense que c'est le seul amour de sa vie, en gros, hein, voilà. Alors, les blasons, elle a eu 2 blasons, puisqu'elle a été à la fois princesse du Royaume-Uni de 1926, donc de sa naissance jusqu'à 1952, puis elle a été duchesse d'Édimbourg de 1947 à 52, quand elle a été intronisée duchesse d'Édimbourg. C'est un écartelé entre le 1 et le 4 de gueules d'or avec 3 léopards d'or armés, lampasés d'azur pour l'Angleterre, et le 2, c'est un d'or, c'est or, avec un lion à 2 gueules qui est double fleuronné, d'ailleurs, il me semble que ça représente l'Écosse, je crois. Il me semble que c'est celui-là. Oui, c'est celui qui prend l'écran. Le numéro 3, c'est une harpe d'or cordée d'argent qui représente l'Irlande. Et au lambel, il y a 3 cœurs pendants d'argent brochant qui sont chargés au cœur d'une rose, une rose Tudor, ce qu'on appelle, puisque les 2 autres sont chargés d'une croix de gueule, et donc évidemment qui représente l'Angleterre. Alors je rappelle qu'il y a l'ajout de l'ordre de la Jarretière qui va être fait en 1947, et que cette devise est en français, s'il vous plaît, puisque le français a régné longtemps sur la cour d'Angleterre, honni soit qui mal y pense. Et elle va devenir donc reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Oui, donc de 1952 à 2022. Et là, c'est à peu près ses armes, si vous voulez. C'est à peu près les mêmes armes, si vous le regardez bien, puisqu'elle a gardé ses armes, à part que, évidemment, la couronne n'est plus la même, c'est la couronne d'Angleterre. C'est évident, hein. Mais oui, voilà. Mais elle a gardé les emblèmes de la couronne d'Angleterre. En fait, ils ont fait un mix à son blason de jeune fille et le blason qu'elle doit avoir, mais simplement, elle a rajouté, en plus de honni soit qui mal y pense, qui est sa propre devise à elle, la devise de l'Angleterre, qui est Dieu est mon droit. Alors, Dieu est mon droit. Voilà, et en français dans le texte aussi, s'il vous plaît. Alors, on va passer à la partie un peu plus festive, qui est les rôles d'Elisabeth II au cinéma et en série. Alors, elle a été elle-même, notamment dans des images archives, dans un documentaire qui s'appelle Le Voyageur sans billet de 1955. Et elle a été même dans un autre film de 1943 dont j'ai complètement paumé le nom, mais c'est un truc allemand qui s'appelait Wie Mote ou Mote Stormen ou un truc comme ça, ou Stormen Moten, enfin un truc dans ce style-là. Vous avez donc dans toutes les actrices qui ont fait au cinéma, hein, je parle pour l'instant, vous avez Huguette Funfrock qui l'a interprété dans Bon baiser de Hong Kong, Le bourreau des cœurs et dans Mad Mission numéro 3, donc respectivement 75, 83, 84. Vous avez Gladys Cosby qui l'a interprété dans Britannia Hospital en 1982. Vous avez Janet Charles qui l'a interprété dans Queen Kong, All You Need Is Cash, Bonjour Vacances 2, y a-t-il un flic pour sauver la reine, et aussi dans le Gold Member de Austin Power, donc respectivement elle a interprété la reine en 76, 78, 85, 88 et 2002. Il y a aussi Angela Thorne qui l'a doublée dans un film d'animation en 1989, Prunella Scales qui était la reine dans Johnny English en 2003, Neve Campbell qui était la reine dans Churchill et the Hollywood Years en 2004, je crois, il me semble 2004. Évidemment, Hélène Mirren dans le rôle de The Queen en 2006, pour lequel d'ailleurs elle va remporter l'Oscar et le British Academy Award, Film Award de la meilleure actrice, excusez du peu.
Vous avez Elizabeth Richards qui va l'interpréter dans 2012, pardon, en 2009, où on la voit accompagner ses corgis. Il y a aussi Freya Wilson qui va l'interpréter dans Le discours d'un roi en 2010. Vanessa Redgrave qui va l'interpréter dans Cars 2 en 2011. Vivienne Wernz dans Les profs numéro 2. Oui, si, vous savez, à la fin des profs, ce film est complètement idiot. Mais à la fin, elle arrive sur scène. Vous avez Sarah Gadon qui l'a interprétée dans A Royal Night Out en 2015, Penelope Wilton dans Le bon gros géant en 2016, Julie Waters dans Royal Corgis en 2019 et la dernière personne qui l'a interprétée est Stella Gonnet dans Spencer donc, en 2021. Alors à la télévision, la reine a été également jouée. Et de nombreuses fois. Alors, une des plus célèbres, on va dire, qu'on a vu tous, enfin presque tous, c'est Tina Maskell, qui l'a longtemps, enfin en tous les cas dans Mr Bean en 1990, elle était dans Mr Bean, et aussi dans la série d'animation des Simpsons, elle a été, on va dire, doublée, interprétée par Maggie Roswell, dans Tess McNeil et dans Eddie Izzard qui l'ont mis, donc notamment dans Les Jolies Colonies de Vacances, dans Homer entre dans l'arène et L'œil sur la ville. Donc inutile de vous dire quand même que quand vous arrivez sur les Simpsons, c'est pas mal. Vous avez Naomi Martin qui l'a interprétée dans Bertie et Elizabeth, donc en 2002, qui est une série qui revient sur l'histoire d'amour entre donc le papa qu'on appelait Bertie, puisqu'il s'appelait Albert en vérité, le père de Elisabeth et pas George VI, mais voilà. Et Elisabeth, qui était Elizabeth Ball Lyons. Jessica Martin l'a interprétée dans Une croisière autour de la Terre en 2007. Toshiko Fujita l'a interprétée dans Hellsing, je crois, Hellsing Ultimate. Alors, je ne me rappelle plus l'épisode, mais c'est un des épisodes. Rosemary Leach l'a interprétée dans le film Margaret en 2009. Jan Alexander l'a interprétée dans le téléfilm William et Kate Romance Royale en 2011. Emma Thompson l'a interprétée dans un épisode Walking the Dog, qui est un épisode qui s'appelait Playhouse Presents en 2012. Jan Cars dans l'épisode 26 de La guerre du thé dans la 4e saison de Teen Titan Go, et bien sûr dans The Crown qui a été interprété donc par notamment Claire Foy, Olivia Colman et Imelda Staunton, je crois. Oui, c'est Imelda Staunton, donc dans respectivement les 2 premières saisons pour Claire Foy, Olivia Colman dans les 3 et 4 et les 5 et 6 pour Imelda Staunton. Voilà, et c'est bien sûr pour ceux qui ont vu The Crown à la fin, la très belle image de la reine vieillissante, la dernière, qui voit ses 2 prédécesseurs, en fait, ou prédécesseuses, donc qui sont Claire Foy et Colman, et dont aussi la petite jeune princesse d'Angleterre en mécano, enfin en habit quand elle était pour la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc c'est toujours assez mignon de le voir. Tracy Ullman l'a aussi interprété dans Death to 22 en 22, donc en 2020. Frances de la Tour l'a interprété dans The Prince en 2021. Carrie Walgreen l'a interprété dans Harley Quinn, la saison 3 de Harley Quinn en 2022. Et il était annoncé une certaine Medad Maxwell dans La Roturière en 2025, mais perso je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire si c'est ça. Alors à la télé, on va dire à la radio, elle a été souvent interprétée, notamment dans la version britannique des Guignols qui s'appelle Spitting. C'était Jan Ravens qui prêtait sa voix à la marionnette de l'émission satirique, et il y a eu souvent l'actrice Tracy Ullman qui l'a interprétée dans les années 90. Voilà, il y avait un certain Scott Thompson aussi qui interprétait
très régulièrement la reine dans une émission comique canadienne qui s'appelle The Kids in the Hall. Voilà, et il y a eu beaucoup de documentaires. Alors il y a eu notamment un documentaire très très intéressant qui s'appelle The Queen in Australia en 1954 lors de sa visite officielle. C'est un des premiers films australiens en couleur, c'est un documentaire. Et en 2002, il y a eu 2 documentaires, un qui s'appelle Elizabeth the Unseen Queen et l'autre Elizabeth Regard Singulier. Voilà, donc écoutez, si vous voulez aller les voir, vous pouvez toujours aller les voir. Alors, on va revenir à la vie d'Élisabeth II et au fait qu'en tant que petite fille d'un monarque dans la lignée masculine, son titre complet de petite fille était Son Altesse Royale, la princesse Élisabeth d'York. Elle est alors donc 3e dans l'ordre de succession au trône britannique après son oncle donc Édouard de Galles, le futur Édouard VIII, et son papounet Albert, donc le duc d'York qui sera donc le George VI. Et même si sa naissance va attirer énormément l'œil du public, il n'est absolument pas du tout prévu qu'elle soit reine. Comme je vous l'ai dit, le prince de Galles n'a que 31 ans, beaucoup pensent qu'il va se marier, qu'il aura forcément des enfants, et donc en 1936, quand son grand-père meurt, George V, donc, c'est son oncle qui va monter sur le trône, je vous l'ai expliqué, Édouard VIII, et évidemment, elle devient en gros seconde dans l'ordre de succession puisqu'elle est après son père. Alors quand il va en décembre 1936 abdiquer d'abord et épouser Alice Simpson, eh bien c'est le père d'Élisabeth qui va devenir roi sous le nom de George VI, et donc désormais à 10 ans elle est la princesse, l'héritière présomptive comme on dit, avec le titre de Son Altesse Royale la princesse Élisabeth. Si ses parents avaient eu un fils par la suite, elle aurait forcément perdu sa position d'héritière présomptive pour son frère, et son frère serait devenu l'héritier officiel du trône britannique. Alors, comme ses parents n'ont pas d'autres enfants que elle et Margaret, elle va recevoir un enseignement privé en histoire constitutionnelle tout de suite, donné notamment par le vice-président du collège d'Eton. Et sa sœur et elle vont apprendre le français auprès de gouvernantes dont c'est la langue maternelle. D'abord, elles vont apprendre des rudiments, et notamment d'ailleurs sous la férule d'une Française qui s'appelait Georgina Guérin. Puis, elles vont perfectionner leur français avec une autre gouvernante qui est une Belge, qui est d'origine belge, qui va leur enseigner également bien sûr la langue de Molière, mais qui va enseigner aussi aux enfants du secrétaire privé du roi George VI. Et ils vont ainsi former ces jeunes filles, en fait, en gros, à une espèce de guidisme qui est là pour former au sein de Buckingham, on va dire, les filles de son âge. Alors, au printemps 1939, les parents d'Élisabeth partent pendant plus d'un mois pour effectuer une tournée officielle au Canada et aux États-Unis. Et comme en 1927, lorsqu'il s'était rendu en Australie et en Nouvelle-Zélande, Élisabeth reste donc au Royaume-Uni, car son père considère qu'elle est beaucoup trop jeune pour de tels voyages. Il semblerait qu'Élisabeth était en larmes à ce moment-là, et ils vont décider d'échanger régulièrement des lettres. Et le 18 mai, ils vont réaliser le premier appel téléphonique transatlantique de la famille royale. Ah, ça en jette quand même. Le 3 septembre 1939, donc évidemment, le Royaume-Uni rentre dans la Seconde Guerre mondiale, et lors de cette période de conflit, alors que les villes anglaises sont fréquemment bombardées, le Blitz, on sait ce que ça veut dire, tous les enfants, plus ou moins, sont censés être évacués en zone rurale. Douglas Hogg suggère d'ailleurs que les 2 princesses soient évacuées au Canada. Mais cette proposition est catégoriquement refusée par la mère d'Élisabeth, donc la reine Élisabeth de l'époque, la femme du roi, qui déclare « Mes enfants n'iront nulle part sans moi, je ne partirai pas sans le roi, et le roi ne partira jamais. » Voilà. Bon, ça c'est clair, comme ça au moins ça s'est fait. Ah oui, elle avait du caractère, la reine mère. Et donc les 2 princesses vont aller au château de Balmoral en Écosse jusqu'à Noël 1939, et elles vont être amenées à Sandringham House dans le comté de Norfolk pendant un petit moment. Et donc de février à mai 1940, elles résident au parc de Windsor,
D'où le fait que vous compreniez maintenant l'attachement de la reine Elisabeth II à Windsor. Avant de s'installer, d'abord elles sont dans le Grand Parc et après elles s'installent dans le château lui-même, où elles vont rester une grosse partie de la guerre. Et très souvent, les deux jeunes filles vont organiser des pantomimes pour soutenir notamment une association qui s'appelle The Queen's Wool Fund, qui est en vérité le fonds de la reine pour la laine, en fait, en gros, qui sert à acheter de la laine pour tricoter des habits militaires pour les soldats du front ou pour des gens qui en ont le besoin. Et en 1940, elle a 14 ans et elle va décider de prononcer sa première allocution radiophonique durant laquelle elle va intervenir dans une émission pour enfants à la BBC avec sa sœur d'ailleurs, qu'elle pousse un petit peu à dire vas-y Margaret, dis quelques mots. Et en fait c'était fait pour parler à des enfants qui avaient été évacués. En 1943, elle a 16 ans et elle fait sa première apparition publique seule pour inspecter les Grenadier Guards, dont elle est nommée d'ailleurs colonel en chef elle avait été nommée colonel en chef l'année précédente. Et comme elle approche de ses 18 ans, la loi doit être modifiée pour qu'elle puisse devenir l'un des 5 conseillers d'État, oui je rappelle qu'un roi a une des conseillers d'État, en cas d'incapacité de son père ou d'un voyage à l'étranger. Notamment d'ailleurs le roi va se déplacer en Italie en juillet 1944. En 1945, en février 1945, elle rejoint le Auxiliary Territorial Service, donc avec le grade honoraire de sous-lieutenant, où elle reçoit un entraînement en conduite et en mécanique. Et d'ailleurs, elle disait toujours qu'elle pouvait changer une roue, réparer un moteur, et qu'elle avait besoin de personne. D'ailleurs, elle conduisait seule, Alba Almoral. Elle faisait son truc toute seule. Elle emmerdait. Tout le monde stressait, mais elle s'en foutait. Et donc, le 8 mai 1945, le jour de la capitulation, et elle a raconté dans un très joli documentaire sur la fin de sa vie, où elle voyait des images d'archives, c'est la BBC qui avait fait ce truc magnifique, où ils avaient ressorti des images d'archives, alors on voyait ses parents dans le cadre privé, avec des balles masquées, etc. Et il y a une fameuse, elle l'évoque d'ailleurs, elle dit qu'elles ont fait un peu le mur, ce jour-là, avec sa sœur Margaret, pour se mêler anonymement à la foule qui était en liesse dans les rues de Londres, où elles ont dansé, elles ont chanté, personne ne les a reconnues, elles sont rentrées, tout le monde stressé, mais elles sont rentrées tranquilles. Et durant la Seconde Guerre mondiale, en fait, le gouvernement va chercher à plusieurs reprises à apaiser, on va dire, un mouvement nationaliste qui va naître au pays de Galles, et donc ils vont rapprocher petit à petit Élisabeth du pays de Galles jusqu'à devenir la princesse de Galles. En fait, pour donner le titre, vous savez que si vous êtes normalement l'héritier au trône, vous êtes le prince de Galles, ou la princesse de Galles en tous les cas. Voilà, donc ils ont fait ça. Et en 1947, la princesse Élisabeth va effectuer son premier voyage à l'étranger, accompagnant ses parents en Afrique australe. Et c'est lors de ce voyage qu'elle va d'ailleurs prononcer son discours le jour de ses 21 ans, qui est radiodiffusé dans tout le Commonwealth, où elle va dire la promesse suivante qui va s'avérer, on va dire, prémonitoire, puisqu'elle dit « Je déclare devant vous tous que je consacrerai toute ma vie, qu'elle soit longue ou brève, à votre service et au service de la grande famille impériale dont nous faisons tous partie. » Ah bah ça va être long, voilà. Alors Élisabeth va rencontrer un certain Philippe de Grèce et de Danemark, je rappelle c'est son titre, qui a 5 ans de plus qu'elle, en 1934. Elle va le revoir après en 1937. Alors ils sont issus cousins de très germains par le roi du Danemark et arrière-cousins issus de germains, oui oh, ça va, de la reine Victoria. Et ils vont se rencontrer à nouveau au Royal Naval College de Dartmouth en juillet 1939. Alors, elle n'a que 13 ans, mais elle va très vite dire qu'elle est tombée amoureuse de lui. Lui, bon, à l'époque, il avait 18 ans. Ils vont commencer à échanger des petites lettres, etc. Et puis, bon, finalement, au 9 juillet 1947, on va annoncer officiellement ses fiançailles. Alors, c'est une relation qui va susciter un peu
des controverses au début parce que premièrement, Philippe est d'origine étrangère. Alors même s'il a été nationalisé pour effectuer son service militaire dans la Royal Navy durant la Seconde Guerre mondiale, il est issu de Grèce, de Danemark. Hein, voilà. Et en plus, il a du sang allemand. Il n'est pas très fortuné à l'époque puisque sa famille a fui la Grèce ils ont perdu beaucoup de choses. Et alors pour rajouter 3 couches, parce que généralement on est toujours trahi que par les siens, hein, on est bien d'accord, certaines de ses sœurs ont épousé des princes allemands. Alors bon, jusque-là, vous me dites, ils ont des ramifications en Allemagne, on va se calmer. Bon, à part qu'ils étaient un peu sympathisants hein, quand le Troisième Reich est arrivé au pouvoir. Ça, c'est moyen aussi. C'est très moyen. Voilà. Alors, avant le mariage, Philippe doit renoncer à ses titres grecs et danois. Et il va même abandonner sa religion, puisqu'il est orthodoxe de Grèce. Et il va épouser l'anglicanisme. Et il va adopter le titre de lieutenant Philip Mountbatten, en prenant en fait le nom britannique de sa mère. Et juste avant le mariage, il est fait donc duc d'Édimbourg. Et à ce compte-là, il va devenir évidemment prédicat d'Altesse. Il va avoir le prédicat d'Altesse royale, forcément, puisque voilà. Alors, Élisabeth et Philippe se marient le 20 novembre 1947. Ils vont se marier à l'abbaye de Westminster, évidemment. Elle va imposer, Élisabeth, que sa robe, les tissus de sa robe de mariée soient utilisés, soit payés, achetés par des coupons de rationnement, parce que je rappelle qu'on était encore avec des coupons de rationnement pour beaucoup de choses dans certains pays d'Europe, beaucoup, même la France, hein, pour le tissu, les machins, etc. Donc elle impose que les coupons de rationnement soient utilisés pour acheter son tissu de robe de mariée, qui est d'ailleurs dessiné par Norman Hartnell, qui est quand même qui était un styliste très connu à l'époque, et les proches allemands de Philippe, évidemment, ainsi que le duc de Windsor, l'ancien roi, éphémère, et sa bonne femme. Vous imaginez bien qu'ils n'ont pas été invités. Non, ça fait tâche quand même, faut pas déconner, jamais de la vie. Bon, bref. Donc, Élisabeth devient duchesse d'Édimbourg par son mariage, forcément, puisqu'il est duc d'Édimbourg. Voilà. Et elle va donner naissance à son premier enfant, Charles, le 14 novembre 1948. Un mois plus tôt, le roi, son père, délivre des lettres patentes autorisant les enfants de sa fille à porter des titres de prince et princesse, puisque c'était pas obligatoire, puisque c'est uniquement le roi hein, ou la reine qui peut donner le titre de princesse, prince à ses petits-enfants et aux héritiers. À sa ligne directe d'héritier. Hein. Voilà, après, son livre, d'ailleurs, vous le voyez actuellement, les enfants de Charles avaient le titre de prince, mais par exemple, Andrew a refusé que ses enfants aient le titre et des titres honorifiques, il s'appelle juste Earl, le vicomte, comte et vicomte, et elle Lady. Anne a carrément refusé tout titre du tout. Andrew a accepté que ses filles soient princesses. Mais c'est vraiment que le souverain qui peut donner cela à ses petits-enfants. Parce que ça ne peut être fait que si leurs parents, leur père ou mère, selon qui vous êtes, est un prince royal. Voilà, donc c'est une certaine date, c'est très compliqué, mais maintenant ça commence à être un peu plus, on va dire, non c'est toujours très très codifié, mais c'est plus assoupli quand même. Va naître le 15 août 1950 la princesse Anne. Ah là là, Dieu soit loué la princesse Anne. Alors elle, moi je lui voue un culte à la princesse Anne, vraiment. Et donc à la suite de ce mariage, le couple va résider près du château de Windsor jusqu'en 1949 et ils vont s'installer à Clarence House à Londres. Et d'ailleurs plusieurs fois dans leur vie, ils vont devoir déménager. Notamment, entre 1949 et 1951, le duc d'Édimbourg, donc, qui est dans la Royal Navy, je rappelle, va devoir stationner dans le protectorat britannique de l'île de Malte.
Et vu qu'il est officier, et donc ils vont s'installer là-bas. Et d'ailleurs, elle va déclarer plusieurs fois que les plus belles années de sa vie seront quand elle sera à Malte. Voilà. Oui, peut-être parce qu'elle avait son mari pour elle toute seule et elle était juste la femme de l'officier. Alors pendant ce temps-là, effectivement, c'est vrai que Charles et Anne sont restés au Royaume-Uni. Oui, je vous rappelle, la lignée, il ne faut pas déconner. Voilà. Alors en 1951, on sait que George VI commence à décliner. Elle le remplace très régulièrement, son papa, aux cérémonies publiques. Et donc, en 1952, Elisabeth et Philippe décident de faire une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ils font une escale au Kenya. Et c'est le jour, pendant cette escale au Kenya, le 6 février 1952, qu'ils apprennent la mort du roi. Alors, elle est proclamée reine dans la foulée, et elle décide de rester sous le nom d'Élisabeth, Élisabeth II. Hein, la première, je rappelle que Élisabeth Ier a régné au XVIe siècle, et que tous les membres de sa cour doivent rentrer au Royaume-Uni, et c'est ce qu'elle fait. Et elle va commencer à s'installer d'abord à Buckingham. Et donc, après l'accession de la reine Élisabeth II, la maison royale allait devoir porter le nom de son époux pour devenir la maison Mountbatten. Comme c'était la coutume, hein, puisqu'une femme doit prendre je rappelle, à l'époque, une femme doit prendre le nom de son mari. Alors, la grand-mère d'Élisabeth, la reine Marie, et le premier ministre de l'époque, qui n'étonne que Sir Winston Churchill, aurait préféré conserver le nom de Windsor. Ah bah oui. Alors, le mot Windsor est maintenu. Évidemment, le duc d'Édimbourg n'est pas vraiment d'accord en disant ouais, en fait, en gros, je suis peut-être le seul mec du Royaume-Uni dont la femme ne porte pas mon nom et que mes gosses vont même pas porter mon nom. On va se calmer tout de suite. Donc, la reine tamponne un peu. Et on attend la mort de la reine Marie et la démission de Churchill dans la foulée en 1955, puisque la reine Marie est morte en 53, je crois. Donc Churchill, j'en suis sûre, c'est 55, pour que la reine décide que la maison royale s'appellera Mountbatten-Windsor, puisque ça associe son nom de lignée et le nom de son mari. Voilà, et donc tous les enfants, leurs enfants et les petits-enfants s'appellent théoriquement Mountbatten-Windsor. Alors, à la mort de la reine Marie, oui, c'est ça, 53, puisque elle a dû mourir en mars. Ouais, puisque la reine Elisabeth a été couronnée le 2 juin. Donc c'est ça, elle a dû mourir en mars ou fin mars, début avril. Et donc, voilà, il y a ce couronnement avec cette robe absolument sublime qui est brodée des emblèmes floraux du Commonwealth. Donc il y a la rose Tudor qui est anglaise, le chardon écossais, le poireau gallois, le trèfle irlandais. Il y a même la feuille d'érable pour le Canada, le mimosa doré pour l'Australie, la fougère argentée pour la Nouvelle-Zélande. Il y a le protée royal pour l'Afrique du Sud, enfin en tous les cas sud-africaine. Il y a la fleur de lotus pour l'Inde et l'île de Ceylan à l'époque. Le blé, le coton et le jute pour le Pakistan. Ah oui, non mais voilà, c'est vraiment, il y a tous les emblèmes dessus. Et la reine Elisabeth, lors de son règne, va vraiment transformer l'Empire britannique à sa demande en Commonwealth. Donc elle va effectuer, on a recensé plus de 170 visites dans tous les États du Commonwealth, et après plus d'une centaine dans des États qui n'en faisaient pas partie. Et donc elle est le chef d'État qui a le voyagé le plus dans l'histoire et dans quasiment les pays, ce qui est quand même assez impressionnant. Non seulement elle participe aux cérémonies officielles et traditionnelles, mais elle introduit de nouvelles pratiques. Elle décide de faire des bains de foule lors de ses tournées d'Australie et de Nouvelle-Zélande en 1970. Alors, dans les années 60 et 70, il faut le dire, il y a une décolonisation qui est très accélérée, notamment en Afrique et dans les Caraïbes. Et il y a plus de 20 pays qui obtiennent l'indépendance par le biais de transactions qui sont négociées pour une plus grande autonomie. Alors, en 1965, il y a le premier ministre de Rhodésie qui déclare, à l'époque la Rhodésie, qui déclare qu'il veut l'indépendance de son pays unilatéralement vis-à-vis du Royaume-Uni. Et donc,
c'est la reine qui rejette cette déclaration et la Rhodésie qui va être touchée par des sanctions internationales. Et donc, il va y avoir d'autres soubresauts jusqu'à ce que ça devienne Commonwealth et un pays indépendant. Donc, il y a toute cette succession on va dire, de chef à la tête de l'État, donc le Premier ministre qui est nommé à la reine, puisque il incombe à la reine de décider de former un nouveau gouvernement. Voilà, donc il y a plusieurs ministres qui vont succéder, notamment elle va gérer aussi la crise du canal de Suez. Voilà, et petit à petit, il y a des critiques qui vont arriver. C'est-à-dire qu'il y a des critiques, notamment des gens qui travaillent très proches du pouvoir, qui vont dire que la reine est dépassée, qu'elle n'est pas capable d'aligner 3 phrases, qu'elle est obsolète, etc. Et c'est une période assez difficile, parce que, en fait, elle est assez régulièrement critiquée sur le choix de ses premiers ministres. Alors je rappelle que voilà, elle nomme un premier ministre, mais en gros c'est pas elle qui accepte, hein, c'est le parti qui décide. Mais bon, elle est responsable de ça et donc ça arrive. Alors pendant la même période de tension un peu internationale difficile, elle a agrandi sa famille. Puisque après donc Charles et Anne arrive Andrew en 1960 et Édouard en 1964 c'est la raison pour laquelle d'ailleurs elle va s'absenter pendant ces 2 grossesses à l'ouverture, la cérémonie d'ouverture du Parlement britannique, qui est une institution et qui ne s'est jamais reproduit jusqu'en 2022, évidemment, puisque malheureusement, à cause de son grand âge et de mobilité, elle n'a pas pu y aller. Alors elle va donner à son fils Charles, à ce moment-là, le 26 juillet 1958, le titre de prince de Galles et de comte Chester. Donc elle l'introduit en fait lors d'une cérémonie qui est d'ailleurs en direct à la télévision britannique le 1er juillet 1969. Elle lui remet la couronne des princes de Galles au château de Carnarvon, qui en fait l'introduit dans ce titre de prince de Galles. Et d'ailleurs il prononce une partie de son discours en langue galloise qu'il a appris avec un professeur. Et lors des 2 décennies suivantes, 70-80, c'est un royaume qui est politiquement marqué par beaucoup de choses. Ils vont entrer dans ce qu'on appelait la communauté européenne, donc la CEE, je rappelle, économique européenne, oui, l'ancienne Union européenne. Il y a des périodes politiques très marquées. Vous avez toujours la guerre froide. C'est une tension internationale puisqu'il y a la récession économique due aux 2 chocs pétroliers 73-79. Il y a un libéralisme économique acéré de Margaret Thatcher et c'est très 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 compliqué parce que suite à l'adhésion de la communauté économique européenne en janvier 72, il y a beaucoup de choses qui vont se révéler très compliquées à cette période-là, notamment des démissions en ligne jusqu'à ce que Thatcher arrive. Et là, ça va vraiment, vraiment tirer. Parce que c'est vraiment 2 décennies, 70-80, qui sont très compliquées pour la reine, au point de vue que ce soit familial, international, etc. Alors, évidemment, vous avez le mariage du siècle, hein, on le sait, entre le prince Charles et Lady Diana Spencer. La reine continue à visiter. Jusqu'à octobre 1981, où elle est en visite en Nouvelle-Zélande et elle est la cible d'une nouvelle tentative d'attentat, parce qu'il y en avait une qui avait été faite lors de Dropping the Colour en 1981. Et bon, tout va bien, la reine n'est pas touchée, jusqu'à un événement qui est assez étonnant. Alors elle ne va pas être blessée, hein, mais très étonnant, le 9 juillet 1982, la reine est réveillée dans sa chambre de Buckingham par un intrus, un certain Michael Fagan,
qui rapporte qu'il aurait discuté une dizaine de minutes seul à seul dans la chambre de la reine avant que la sécurité intervienne. Lui dit que c'est faux, mais bon, visiblement, oui, il y a quelqu'un qui s'est introduit dans la chambre de la reine. Alors, va arriver la guerre des Malouines, de Falkland, donc, qui oppose donc le Royaume-Uni et l'Argentine sur les îles, donc nous, ce qu'on connaît en français, les Malouines. Pour les Anglais, c'est les Falklands. Qui est dans la Géorgie du Sud, vers les îles Sandwich du Sud. Donc elle va commencer en avril 82 et elle va se terminer en juin 82 par la capitulation de l'Argentine et la victoire de la Grande-Bretagne, qui fait que les îles appartiennent toujours à la Grande-Bretagne. Et si c'était pas encore plus emmerdant, les gouvernements se succèdent et donc aux élections nationales de 1983 arrive au pouvoir une certaine Madame Margaret Thatcher. Inutile de vous dire que c'est un peu compliqué. Alors les relations ne sont pas mauvaises, mais vous avez une femme avec de la poigne et du caractère, on le sait pour la reine Elisabeth, et l'autre, on l'appelait la Dame de Fer, hein, c'est pas pour rien. Et il y a plusieurs choses qui arrivent comme ça, etc., au cours de cette, des années 80, où on voit que la guerre froide commence à s'effriter, on le sait, il arrive la perestroïka et la glasnost en URSS grâce à Gorbatchev, donc il y a tout un pan de vie qui arrive. Il faut savoir que la reine est née en 1926, hein, rappelez-vous. Donc, petit à petit, il y a certains États qui veulent encore devenir indépendants. La reine Elisabeth soutient en fait très régulièrement, d'ailleurs souvent pour des sorties de crise, certains pays qui étaient encore sous son fief, qui rentrent dans le Commonwealth mais qui sont indépendants. Pendant la guerre du Golfe, entre 1990 et 91, il y a une axe de coalition qui est fait avec les États-Unis suite à l'invasion du Koweït par l'Irak, et l'annexion d'ailleurs par la même occasion. Et la reine devient donc un des premiers souverains britanniques à s'adresser à une session conjointe du Congrès des États-Unis. Et elle déclare notamment « Certains croient que le pouvoir s'accroît à partir du canon d'une arme à feu. Cela peut advenir, mais l'histoire nous montre que cet accroissement n'est jamais bon ni durable. La force, en fin de compte, est stérile. Nous avons fait mieux. Nos sociétés reposent sur un accord mutuel, sur un contrat et un consensus. » Quand je vous dis qu'elle avait du caractère, la bête. Et donc, il y a des choses qu'elle fait en coulisses et que beaucoup de gens ne voyaient pas, mais que des anciens premiers ministres, que ce soit canadiens, britanniques, etc., disent. Et notamment, elle a joué un très grand rôle pour mettre un terme à l'apartheid en Afrique du Sud en 1991, et en 1995, en mars 1995, elle est invitée par Nelson Mandela, qui est donc le premier président noir d'Afrique du Sud. Elle se rend en Afrique du Sud pour une visite d'État officielle de 6 jours, au cours de laquelle elle célèbre la fin de l'apartheid et la réintégration du pays dans le Commonwealth. Et à Port Elizabeth, elle prononce un discours exhortant la jeunesse sud-africaine à reconstruire sa nation dans l'entièreté. Et d'ailleurs, il a été rapporté dans certains journaux britanniques que la reine s'inquiétait en même temps, dans cette même période, enfin dans la période des années 80, début 90, des divisions dans la société que faisait la politique, enfin en tous les cas qu'engendrait la politique de Margaret Thatcher, alors notamment la grève des mineurs et le refus du gouvernement de sanctionner le régime d'apartheid dans l'Afrique du Sud. Et il semblerait qu'il y ait eu des frictions, en fait, pas frontales, mais en tous les cas, c'est pas des mauvaises relations. Parce que Margaret Thatcher a toujours dit qu'elle admirait foncièrement la reine.
Mais voilà, la reine, il y a des choses qu'elle n'était pas vraiment très 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 contente. Mais quand elle va être remplacée à la tête du gouvernement par John Major, suite à la défaite aux élections, eh bien en fait la reine va lui donner l'ordre du mérite et de la jarretière. Donc c'est quand même d'une certaine partie, même si de temps en temps elles n'étaient vraiment pas d'accord sur certaines choses, la reine a quand même remercié Margaret Thatcher publiquement. Alors en 1992, je vous disais tout à l'heure, elle va l'appeler véritablement l'annus horribilis, donc l'année horrible, l'année tragique, ce que vous voulez. Dans son discours du 24 novembre 92, qui marquait son 40e anniversaire de règne, puisque, je rappelle, le prince Andrew d'York a divorcé de Sarah Ferguson, sa fille, la princesse Anne, divorce de Mark Phillips. Ah non, mais voilà, quand elle est en Allemagne, il y a des manifestations à Dresde et on lui balance des œufs. En novembre, le château Windsor est touché par un grave incendie. La monarchie est critiquée vraiment de partout. On sent un certain désamour du public. Il y a un discours qui est très inhabituel et très inhabituel de la part de la reine, puisqu'à un moment donné, elle va même déclarer que toute institution doit s'attendre à des critiques, mais qu'elle suggère qu'elle devrait être réalisée avec une touche d'humour, de délicatesse et de compréhension. Et quelques jours plus tard, le Premier ministre donc de l'époque, John Major, annonce une réforme des finances et de la monarchie, qui se traduit par une réduction de la liste civile et oblige le souverain à payer un impôt sur le revenu pour la première fois de son histoire. Voilà. Donc, à la fin décembre, enfin au milieu décembre, allez, clou dans le cercueil de la famille, Charles décide avec son épouse Diana d'annoncer officiellement leur séparation. Pour le pompon du pompon, la fin de l'année termine par un procès pour violation du droit d'auteur intenté par la reine contre le journal The Sun, qui avait publié le texte de son allocution de Noël. Inutile de vous dire que ça mais ça on pardonne pas en Angleterre. 2 jours avant sa diffusion, et d'ailleurs pour reconnaître ça, le Sun va être obligé de payer les frais de justice et 200 000 livres sterling qui vont être d'ailleurs reversés à toutes les associations et les organisations caritatives dont la reine soutient le travail. Alors, évidemment, vous imaginez bien qu'ils tous les tabloïds vont se venger, puisqu'ils vont carrément révéler les dessous de la séparation de Charles et Diana, et on se rappelle bien évidemment de toutes les saloperies qui ont été mises, des trucs, y compris l'histoire des vocaux de Charles envers Camilla Parker Bowles. Voilà, ça c'est fait. Alors, en 1996 a lieu le divorce entre Charles et Diana, et malheureusement, le 31 août 1997, Diana meurt dans un accident de la route à Paris. Et comme je vous le disais tout à l'heure, elle se trouve à Balmoral avec les petits-enfants. Et elle va revenir en fait à Londres que 5 jours plus tard, enfin presque 6 jours plus tard, ce qui va être très compliqué. Et elle va faire une allocution télévisée le 5 septembre, la veille des funérailles de Diana, où elle exprime son admiration pour Diana et les sentiments qu'elle a eus comme grand-mère. Au moment où elle prononce ça, dans l'opinion publique, les gens comprennent. Et donc l'hostilité s'affaiblit jusqu'à complètement disparaître et à lui donner, on va dire, une autre aura. C'est-à-dire qu'elle ne s'est plus positionnée comme reine, comme femme et reine. Elle est devenue la reine, mais la grand-mère de la nation. Ah bah ça aide. Voilà. Alors en 2002, la reine célèbre ses 50 ans de reine. J'y étais. Oui, bah si. J'y étais au jubilé d'or. Ah bah tu m'étonnes, j'étais dans la rue en train de faire les pique-niques. Bon bref. Mais malheureusement, c'est entaché aussi par la mort de sa sœur et de sa mère qui sont mortes respectivement en février et en mars. Durant sa vie, on le sait, hein, la reine a eu quelques petits problèmes de santé, notamment elle a été opérée de 2 genoux en 2003. Elle continue toujours, c'est-à-dire que vraiment, elle est toujours à la pointe de sa dévotion envers le pays. Alors on l'a dit, un peu énervée par
la politique étrangère de son Premier ministre de l'époque, Tony Blair, notamment les troupes en Irak et en Afghanistan. Elle a plusieurs fois dit qu'elle était très inquiète sur la politique rurale du Premier ministre. Elle est quand même assez contente de le fait que Tony Blair essaie de mettre un terme aux violences qui sont en Irlande du Nord. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie sur mon podcast de janvier. Alors, malgré le fait que tout ça pèse quand même, la reine décide en fait d'outrepasser ça et d'aider. Alors, on le sait, les relations entre la couronne britannique et l'Irlande sont très tendues depuis notamment le 6 décembre 1922 et donc l'indépendance de l'Irlande, et notamment la proclamation de la République d'Irlande le 18 avril 1949. Et en plus de ça, le 27 août 1979, l'IRA provisoire fait sauter le bateau où se trouvait l'oncle par alliance de la reine, donc Lord Louis Mountbatten. Donc inutile de vous dire que ça en fait beaucoup. Simplement, le 20 mars 2008, 10 ans après l'accord du Vendredi Saint, donc 98, l'accord du Vendredi Saint, je rappelle, c'est l'accord qui fait, qui arrête la violence en Irlande du Nord et donc qui, toutes les factions, qu'elles soient protestantes ou catholiques, mettent les armes à terre ou essayent de se rappeler où ils les ont planqués, ça c'est un autre sujet. La reine assiste pour la première messe du Jeudi Saint, organisée hors de l'Angleterre et du Pays de Galles. Elle va aller à la cathédrale Saint-Patrick d'Armagh de l'église d'Irlande, donc en Irlande du Nord. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle va se rendre en 2011 à une visite officielle en Irlande, et c'était donc vraiment la première fois. Alors, Elisabeth II a très souvent l'habitude de se prononcer comme chef du Commonwealth, et elle va le faire devant l'Assemblée générale des Nations Unies en juillet 2010, lorsqu'elle est de passage pour une visite d'État entre New York et le Canada. Et elle va inaugurer un jardin mémorial pour les victimes britanniques des attentats du 11 septembre 2001. Et elle va aussi avoir un humour particulier en 2011, puisqu'elle visite l'Australie. Et en gros, on qualifie cette tournée-là de tournée d'adieu, puisque bon, elle a quand même un âge certain, et que bon, on pense pas qu'elle va continuer à voyager. Ben si, puisqu'elle effectue 2 nouvelles visites à l'étranger au printemps 2014, puisqu'elle va venir en Italie, au Vatican, en France, notamment pour célébrer le 70e anniversaire du débarquement de Normandie. Elle va visiter Paris, puis en 2015, elle va en Allemagne. Et puis elle fait un ultime voyage à Malte dans le cadre de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, et vont arriver le jubilé de diamant en 2012. Et je aussi. Ah bah oui, moi j'ai fait tous les jubilés. Enfin, sauf le dernier d'ailleurs. J'ai pas pu y aller au platine, mais j'étais devant la télévision comme une dame. Mais j'en ai fait 2 quand même. Donc, qui va marquer donc ses 60 années de règne. Elle espère que cette année sera spéciale, puisqu'elle va de nouveau se consacrer au service du royaume, et que voilà, elle fait une petite tournée au Royaume-Uni, tandis que en fait, elle délègue à ses enfants et à ses petits-enfants de faire le tour des royaumes, des États qui font partie du Commonwealth. Tout le monde se rappelle de 2012, moi aussi, notamment du cérémonie de clôture, puisque moi j'y étais pour les Jeux Olympiques à Londres, mais elle a fait l'ouverture des Jeux Olympiques le 27 juillet 2012, puisqu'elle est, rappelez-vous, dans ce court-métrage de la cérémonie d'ouverture avec Daniel Craig dans le rôle de James Bond, où elle a beaucoup, paraît-il, apprécié de jouer son propre rôle. Je vous assure que ça a fait vraiment plaisir à tout le monde. Et
elle va aussi être à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques le 29 août 2012 à Londres toujours. Alors son papa avait ouvert d'ailleurs les Jeux olympiques de 1948 à Londres et son arrière-grand-père, Édouard VII, avait ouvert ceux de Londres en 1908. Alors inutile de vous dire que quand même, voilà. Elle avait fait aussi, je crois, ceux de Montréal en 1976, si je ne m'abuse. Et je crois que c'est Philippe qui avait fait ceux de Melbourne en 56, si je ne m'abuse, mais peut-être que je me trompe sur les dates, mais il me semble que c'est ça. Montréal, non, c'est 76, ça j'en suis sûre. Moins sûr pour Melbourne, mais je crois que c'est ça. En tous les cas, Philippe, c'était lui, c'était sûr, mais en tous les cas, voilà. Donc c'est quand même la seule chef d'État qui a ouvert 2 Olympiades dans 2 pays différents quand même. Si, quand même. Voilà. Alors, en décembre 2012, elle devient le premier souverain britannique à assister en temps de paix à une réunion du cabinet britannique. Et elle annonce peu après, en fait, la partie auparavant sans nom du territoire arctique britannique qui sera désormais nommée la terre de la reine Elisabeth en son honneur. Alors, il y a plusieurs moments forts dans son règne. Et notamment la réhabilitation, et je tiens à en parler parce que c'est quelque chose que je connaissais, parce qu'on m'en parlait dans ma famille, d'un certain mathématicien et logicien, Alan Turing, qui avait été en 1952 condamné à la castration chimique pour acte homosexuel. En fait, on disait comme c'était un inverti, voilà, il avait été condamné. Parce que je rappelle qu'il avait travaillé pendant la Seconde Guerre mondiale dans les services de renseignement britanniques. Il avait réussi à décoder la fameuse machine Enigma des nazis. Et en 2009, septembre 2009, le premier ministre de l'époque, donc Gordon Brown, va présenter au nom du gouvernement britannique et de la couronne, évidemment, toutes ses excuses pour le traitement infligé à Alan Turing et donc réhabiliter Alan Turing complètement. Et donc la reine Elisabeth va signer le 24 décembre 2013 un acte de clémence sur la proposition donc de son secrétaire d'État à la justice, qui est normal, hein, en France c'est pareil, ça se fait comme ça, qui déclare que c'était une condamnation que nous considérions aujourd'hui comme injuste et discriminatoire. Et donc c'est la 4e fois depuis 1945 que la prérogative royale de grâce s'exerce. Donc elle l'a gracié officiellement. Alors, c'est toujours des problèmes un peu différents qui arrivent parce que bon, elle est âgée, mais elle continue à faire passer des messages, notamment dans ses discours de Noël. Il y a de nombreuses tensions entre les sujets britanniques au cours de 2016, 2017 et 2018. Et elle rappelle très souvent qu'il faut faire preuve de respect envers les uns et les autres, notamment dans les périodes de transition vers le Brexit, parce qu'elle n'est pas du tout d'accord. Elle n'a jamais donné son avis correctement, mais bon, on sent bien que ça l'a un peu gratouillé. Et que même s'il y a des différences profondes qui séparent, il faut traiter autrui avec respect, comme un être humain, et toujours un bon pas. Et la reine va évoquer le Brexit, un mot très couvert, le 24 janvier 2019, dans un discours devant l'Institut des femmes britanniques, à mot couvert, tout est relatif, hein, vous allez écouter. Dans notre recherche de nouvelles réponses en ces temps modernes, je préfère pour ma part les recettes éprouvées, comme se parler avec respect et respecter les différents points de vue, se rassembler pour chercher un terrain d'entente et ne jamais oublier de prendre du recul. Prends-toi ça. Et elle a remis 3 couches à la fin de l'année dans son discours de Noël, puisqu'elle va de nouveau demander aux Britanniques de surmonter les divisions. Et elle dit « Des petits pas entrepris avec foi et espoir peuvent permettre de surmonter des différences anciennes et des divisions profondes pour apporter harmonie et compréhension. » Prends-toi ça. Ah non, mais elle y va. Donc évidemment, vous le savez, le Brexit a été entériné. Et
Pendant la pandémie du Covid-19, la reine va se retirer à Windsor. Elle a 93 ans et elle va déclarer d'ailleurs qu'elle espère que les années à venir, tout le monde pourra être fier de la façon dont le peuple britannique a répondu à ce défi. Ceux qui succéderont diront que les Britanniques de cette génération étaient aussi forts que tous, que les attributs de l'autodiscipline, de la bonne résolution tranquille et de la camaraderie caractérisent toujours ce pays. Alors, on le sait, le 9 avril 2021, après 73 ans de mariage, le prince Philippe meurt au château de Windsor à 99 ans. Et la reine va déclarer être très affectée par la disparition, puisqu'elle dit que c'était le deuxième pilier de la monarchie après elle-même. C'est quand même joli, quand même. Joli. Alors, à partir d'octobre 2021, la reine est régulièrement aperçue se déplaçant avec une canne, ce qui suscite alors, je vous le dis tout de suite, mais alors, outre moi, mais mes potes et mes amis, une grosse émotion. Tout le monde était en mode, on était en pré-PLS. Hein. Alors, en février 2022, la reine annonce que la reine a été testée positive au Covid avec quelques petits symptômes assez légers. Se profile son jubilé de platine auquel j'ai pas pu aller. Bon, ça arrive. Qui marque les 70 ans de règne, qui débute d'ailleurs le 6 février 2022. Et la reine déclare d'ailleurs que elle souhaite que Camilla, qui est devenue la femme de Charles, donc du futur roi, devienne la prochaine reine consort lorsque son fils deviendra roi. Elle va donner bénédiction à Camilla pour porter le titre de princesse de Galles, qui ça a fait un peu tirer quand même, hein, puisque pour tout le monde, la princesse de Galles c'était Diana. Voilà, mais bon, c'est rentré un peu dans les mœurs, mais maintenant ça l'est plus du tout, puisque c'est Catherine. Voilà. Alors, les festivités vont du 2 au 5 juin 2022. Il y a beaucoup de manifestations, évidemment, de Drop in the Colour. Il y a la messe, il y a le débit d'Upson, etc., etc. Et vous le savez, il y a pas mal de célébrations qui vont être faites. La reine va apparaître plusieurs fois au balcon de Buckingham. Elle va être même pas applaudie, elle va être scandée, admirée. Notamment ce petit, juste avant le concert, ce petit film avec Paddington qui tourne encore, et je vous le dis toujours dans les familles, dans les vidéos britanniques. Et la reine va être déclarée très touchée que tant de personnes soient venues et soit descendue dans la rue, je crois qu'elle a dit descendue dans la rue pour son jubilé. 70 ans après, elle s'étonne encore qu'il y ait des gens qui descendent pour elle. Modestie, modestie quand tu nous tiens. Alors la reine Elisabeth est la monarque britannique qui a atteint l'âge le plus avancé et qui est désormais le règne le plus long devant même Victoria, puisqu'elle a régné plus de 70 ans et qu'elle est encore le plus ancien souverain en exercice après la mort d'ailleurs du roi de Thaïlande en 2016. Donc voilà, elle est le deuxième monarque au monde à avoir le règne le plus long, puisque le premier est encore Louis XIV. Voilà. Les autres, là, je pense pas qu'on va en trouver des... ça va être compliqué pour qu'ils battent les records de Louis XIV et de la reine Elisabeth. Pas arrivé. Et arrive évidemment le 8 septembre 2022, 15h10, heure de Londres. La reine Elisabeth meurt au château de Balmoral à l'âge de 96 ans. Et donc elle met un terme à un règne qui a duré donc 70 ans, 7 mois et 2 jours. Alors, ça lance le London Bridge, l'opération London Bridge, puisque l'opération, c'est ce obsèque qui était codifié, chroniqué et expliqué dans ce fameux London Bridge is Down. Ceux qui ont lu mon roman Noble succession en famille savent de quoi il en retourne, puisque je l'ai carrément exposé. Mais tout le monde le connaît depuis malheureusement la mort de Sa Majesté. Donc le 11 septembre, son cercueil quitte Balmoral, traverse par la route une partie de l'Écosse et rejoint la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg, où il est exposé au public pendant 2 jours. Et il va revenir dans un avion de la Royal Air Force à Londres, puisque pendant les préparatifs, on va dire,
de son enterrement, hein, puisque chaque membre de la famille royale participe lui-même à la façon dont il veut être enterré. Voilà, donc la reine-mère l'avait fait, la reine Elisabeth l'a fait, le roi Charles l'a fait, tout le monde a son protocole de décès. D'ailleurs, il a même été dit que quand la princesse Catherine avait été atteinte par le cancer, il aurait été évoqué des funérailles nationales et donc on aurait demandé à son mari comment il envisageait, hein, parce que c'est protocolaire. Hein, déjà, vous, quand vous avez un enterrement dans votre famille et une obsèque à faire, vous voyez le temps que ça prend pour choisir ça. Et nous, on est des simples Pékins, donc vous imaginez à ce titre-là. Et il avait été dit et d'ailleurs, il me semble que c'est même la princesse Anne qui l'a confirmé une fois, qu'en fait, lors des préparatifs, on avait demandé à la reine, si elle mourait à Balmoral, quel avion utiliser voilà, un avion privé, enfin en tous les cas un avion royal, machin, etc. Et elle avait dit comment sont transportés mes garçons, my boys, c'est-à-dire les soldats, mes soldats. Et donc on lui avait dit que c'était un avion, un gros porteur, celui qu'on a vu, un gros porteur de la Royal Air Force. Et donc elle a dit, si c'est bon pour mes garçons, enfin mes soldats, parce qu'on appelle ça les boys, si c'est bon pour mes soldats, c'est bon pour moi. Donc elle est arrivée à Londres avec ce truc-là. Elle a fait une procession jusqu'au palais de Buckingham, puis jusqu'à Westminster Hall, puisque c'est comme ça que ça doit être fait, puisque le corps du roi ou de la reine doit être posé à Westminster Hall pendant 4 jours, pour que, en gros, le peuple puisse venir rendre hommage à la reine. Voilà, alors je vous passe l'enterrement, les funérailles, j'en suis toujours pas remise, laissez tomber, le 19 septembre 2022. Et donc, voilà, elle est enterrée, inhumée dans la chapelle Saint-Georges à Windsor. Elle repose d'ailleurs sous une dalle de marbre noir de Belgique, aux côtés donc de ses parents, le roi George VI et sa maman, Elisabeth, ainsi que Margaret, sa sœur, et son mari, évidemment, Philippe, et quelques-uns de ses prédécesseurs. Oui, il y en a quelques-uns. Voilà. Alors, évidemment, on va dire que c'est quand même une figure emblématique du XXe siècle et du début du XXIe. Puisqu'elle a, je vous le dis, voilà, elle a visité en gros plus de 117 pays. Elle a rencontré plus de 113 dirigeants. Elle a accueilli 15 premiers ministres britanniques. Oh bah oui. Elle a vu se succéder 14 présidents américains et 10 présidents français. Ah bah, il y en a qui passent, il y en a qui trépassent, hein, voilà. Sur le plan géopolitique, il faut dire qu'elle a quand même largement aidé à la réconciliation entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, notamment en se rendant en 1965 dans la République fédérale allemande, donc l'Allemagne de l'Ouest, qui était une visite complètement inédite, puisque aucun monarque de la famille royale ne s'était rendu en Allemagne depuis 1913. Oui, avant la Première Guerre mondiale, je rappelle. Voilà. Alors, c'est sûr qu'elle a eu une vie très codifiée, parce qu'elle a toujours refusé comme tous les rois et les reines, théoriquement, ne doivent pas exprimer leur opinion politique. Bon, on le voit avec le roi Charles, il est très écolo. Bon, il a toujours été écolo, hein. Les gens disent « Ah bon, il est écolo maintenant ?» Non, non, son père était déjà un écolo, c'était quelqu'un qui travaillait déjà pour le bien de la planète, il a pris le relais. Il était jeune prince, hein, il était jeune adolescent, il faisait déjà des choses. Ça, on ne peut pas lui reprocher, et donc, normalement, ils ne donnent pas trop leurs avis. Mais elle s'est permis, en 96 ans, vous avez le droit, elle s'est permis quelquefois de défendre des convictions, notamment, elle défendait bec et ongles l'écologie comme son mari, mais aussi la paix. Et elle a toujours voulu lancer des messages d'optimisme. Alors, elle a lancé souvent des messages pour les réfugiés, quels qu'ils soient. Elle a fait un très beau discours à l'époque, en 1940. J'aurais dû vous le rechercher, je l'ai. En 1940, pour les réfugiés. Et on se rappelle de son sublime discours pendant la pandémie du Covid-19. Donc, écoutez. La reine Elisabeth, c'est Sa Majesté. Voilà. Ça restera Sa Majesté. C'est tout.
Moi, je l'aime bien. Voilà. Ah bah écoutez, on a les héros qu'on peut. Hein, on peut pas non plus... comment dire. Oui, on a les héros qu'on peut. Et les héros qu'on doit aussi. Voilà. Alors, on n'est pas très monarchique chez nous. Ah si, alors, ah si, quand même. Alors, il faut être honnête. Dans ma famille des deux côtés, il y avait des gens qui étaient... Alors, on n'était pas monarchique, on est très républicain chez moi. Mais il n'empêche qu'il y avait quand même une admiration certaine pour elle. Alors, pour d'autres monarques, mais pour elle. Et que, en gros, comme tous les Britanniques vous diront, c'était un espèce de phare dans la nuit. Voilà. Moi, mes potes, ils vous ont dit... Alors, je suis très émue parce que quand j'en parle, à chaque fois, je pense à cette nuit qu'on a passée avec mes amis par Zoom le 8 septembre en parlant. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait connu qu'elle. Comme beaucoup de Britanniques. Comme vous, peut-être. Et c'est sûr que quand c'est des gens que vous ne connaissez pas, mais ça vous fait un point de repère. Voilà. C'est ce qui manque, je crois, en ce moment. Des points de repère. Je crois que c'est ce qui manque beaucoup dans les sociétés actuelles, je pense. Je pense que c'est vraiment ce qui manque le plus actuellement. Voilà. C'est d'avoir des gens... Alors, je fais partie de cette génération-là. J'ai eu la chance, je crois, de faire partie de la génération X. Et on s'aperçoit des gens comme Mandela. Voilà, des gens comme ça qui ont essayé d'œuvrer pour le mieux. Voilà. Actuellement, c'est pas vraiment ce qu'on peut dire de certaines personnes. C'est compliqué. Alors moi, j'ai ri parce que j'ai un de mes copains, je veux vous faire rire. J'ai un de mes copains, british. Enfin non, même pas. Il est irlandais. Putain, il va me tuer l'autre. Bon, ils sont irlandais, du Nord en vérité. Donc ils sont irlandais pour eux. Alors même s'ils appartiennent à la couronne, enfin au Royaume-Uni, ils sont irlandais. Et, la dernière fois, quand il y a eu ces tensions entre la Russie, l'Ukraine, l'Iran, les États-Unis, et que l'autre con a essayé de choper le Venezuela, il y a un de mes potes qui m'a dit « Oh putain, dommage que la reine soit morte !» Alors, sur le coup, connaissant ses convictions très irlandaises, je lui dis on parle bien de la reine Elisabeth. Et il me dit bah oui, évidemment, de Sa Majesté. Donc il l'appelle Sa Majesté, même si pour lui, c'était pas son chef de gouvernement, enfin son chef. Et il me dit, si elle était là, elle aurait tapé du poing sur la table, elle lui en aurait collé une autre à Donald. Et on s'est mis à rire parce qu'on s'est dit, en fait, si des gens comme elle, Mandela, des gens qui avaient cette trame de discuter d'abord et de faire des conneries après, sans nul doute, je pense qu'elle aurait décroché son téléphone. Ou en tous les cas, elle aurait fait passer le message en disant chouchou, tu vas te calmer parce que je vais t'en envoyer une. Tu vas être content du voyage, toi. Voilà. Mais c'est vrai, il y a des choses dans la vie où vous dites après avec le recul. Je pense qu'elle s'est adaptée à l'évolution du monde, mais elle n'a pas perdu ses valeurs. Et en préparant ce podcast, en fait, je me suis aperçue que c'est ça le plus important, c'est de ne pas perdre vos valeurs. Et c'est ce qui malheureusement arrive de plus en plus actuellement, c'est-à-dire les gens perdent leurs valeurs. Ils oublient, ils passent d'une chose à l'autre. Quelquefois, en plaisantant, j'ai la fille d'une de mes copines qui m'a dit « Oh ouais, mais vous êtes des dinosaures », en parlant de sa mère et moi. On a quand même que 55 ans avec sa mère. Hein. On n'a pas connu les dinosaures. Il n'y avait pas de dinosaures quand on était jeune. Dans les rues, il n'y en avait pas. Et on lui dit, mais enfin, quel dinosaure, t'es con, quoi. Et donc, elle nous explique, parce que nous, on comprend rien, évidemment, on n'est pas sur Snapchat, TikTok, machin, etc. Et à un moment donné, on lui expose, on lui dit, enfin, nous, on a eu ça, on a vécu ça, alors tu vas nous dire que c'est des trucs de vieux, que c'est des trucs de obsolètes, etc. Mais, et on lui pose la question, on lui dit, mais franchement, quand on te dit ce que nous, on faisait,
la liberté qu'on avait, le fait qu'on pouvait faire seins nus sur la plage sans se prendre une réflexion d'un connard. Alors oui, rien n'était idéal, on est bien d'accord sur la question, rien n'était parfait, il y avait des connards, il y avait des mecs qui pensaient que les femmes étaient stupides, etc. Ou il y avait des trucs comme machin, mais est-ce que tu ne crois pas que, parce qu'elle a eu une de ses camarades de classe qui a été obligée de s'arrêter d'aller à l'école, qui n'y est pas retournée d'ailleurs pour l'instant, parce qu'elle a été harcelée. Mais harcelée, voilà, ils ont trouvé avec l'IA, ils ont mis sa tête sur une fille de porno. Enfin bref, ça a pris des proportions absolument effarantes. Et elle nous a raconté ça. Et on lui explique nous, ce que nous on a vécu, ce qu'on faisait, etc. Et au bout d'un moment, on lui dit, bon, d'accord, tu nous prends pour des dinosaures, mais est-ce que, franchement, tu préférerais pas, même en ayant les moyens, on va dire les réseaux sociaux enfin les possibilités de maintenant, c'est-à-dire la possibilité de voyager, de discuter, de dire que ça c'est pas bien, évidemment l'évolution des droits des femmes, etc. Mais est-ce que tu préférerais pas avoir la liberté que nous on a eue, quoi, et l'enfance qu'on a eue hors réseaux sociaux, en se prenant des tonnées de pelles, parce que nous en gros, à part deux connards dans notre classe ou de l'école, ça se propageait pas immédiatement et tout. Et elle nous, ah, mais pas du tout. Puis peut-être 2-3 jours après, j'ai ma pote qui m'appelle, qui me dit, en fait, elle vient de me dire que franchement, il manquait de valeur, et il manquait de choses sévères aux enfants de maintenant. Et que effectivement, peut-être que on était les derniers normaux. J'ai dit, ah bah ça va, on est des dinosaures, mais normaux, c'est bien. Et donc on l'a fait beaucoup rire, parce qu'on lui a dit, est-ce que tu as vu Denver, le dinosaure, le petit dino? Donc on lui a montré, l'autre était mort de rire. Donc elle nous appelle maintenant Denver. Ah, voilà, super, ça fait remarquer. Voilà, donc tout ça pour vous dire que il faut des ancrages, je pense aussi, et je pense que le fait qu'il y ait eu la reine Elisabeth, même si c'était pas notre reine, enfin en tous les cas les Français, je suis désolée, à chaque fois qu'elle est venue en France, tout le monde s'extasiait, et quand elle est décédée, son enterrement est passé sur les chaînes, et les Français ont apporté leurs condoléances aux Britanniques, sont allés signer les cahiers dans les consulats. Moi j'y suis allée. J'ai même moi-même envoyé une lettre de condoléances au roi Charles, et d'ailleurs ils ont renvoyé beaucoup de choses, enfin ils ont renvoyé à tous les gens qui ont dû envoyer des choses, parce que moi j'ai reçu une très jolie carte de lui, et d'ailleurs une très jolie carte de remerciement. Bien sûr pas signée par lui, hein, c'est des cartes automatiques, mais je trouvais que la photo était très belle, une photo d'elle, de sa maman et lui, etc. Et je l'ai gardée précieusement, j'ai fait d'ailleurs un facsimilé, et je l'ai encadré, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'avait touchée, parce que c'était pas seulement la reine, mais c'était sa mère aussi. Voilà, et quand on perd sa maman, on se dit merde, putain, quand même. Moi j'avais perdu la mienne 2 ans auparavant. Dieu merci qu'elle n'ait pas vu ça, parce que alors, déjà elle nous avait fait une syncope pour. Si sérieux, elle m'a fait une syncope pour l'enterrement de Giannini. Alors là, j'avais droit aux urgences, hein, donc voilà. Mais c'est comme ça, c'est un truc qui se perpétue tout le temps. Voilà, donc écoutez. J'espère que vous avez bien aimé ce podcast, qui était plein d'émotions à la fin, mais ça c'est normal avec Lisa. Croyez pas que j'ai un cœur de pierre, même si le général Hux vous dirait que quand je lui donne pas ses croquettes à l'heure, je suis quand même une saloperie. Écoutez, le prochain, je ne sais pas. Oh là là, c'est quoi le prochain? Non mais moi je vous dis que la vieille, elle se rappelle plus de tout. C'est terrible, hein. Écoutez, les vieux, moi je vais pas arriver à 95 ans. À 96 ans, j'y arriverai jamais, c'est pas possible, hein, Ah oui, c'est les femmes françaises puissantes en mars. Oh mon Dieu, punaise. Alors oui, j'ai décidé de faire un truc assez spécial. Ah oui, je vais détourner. Oui, parce que moi je détourne. Je vais détourner le truc. Je vais sûrement vous parler d'une femme que je trouve exceptionnelle, qu'on m'a rabassé les oreilles quand j'étais petite. Et je vais peut-être jouer sur ça assez sûrement. Parce que je trouve que j'avais fait déjà des podcasts. Et notamment... oui, un podcast sur les femmes qui avaient eu du pouvoir en France, les reines, les princesses, enfin tout ce que vous voulez. J'en avais déjà fait un.
me rappeler je vais essayer de retrouver les liens pour le mois suivant pour pouvoir vous parler de ces femmes parce que je veux absolument vous parler de femmes qui ont compté, mais des femmes qui étaient puissantes à un autre niveau. Voilà. Donc, je trouve que c'est important. Voilà. C'est important d'avoir ce genre de femmes qui ont œuvré pour d'autres, et notamment 3 ou 4 qui, quand j'étais petite, étaient les héroïnes d'un de mes grands-oncles. Enfin, c'était mon cousin, c'est le cousin germain de mon grand-père, donc mon grand-oncle. Oui, celui qui m'a fait lire Rachel de Georges de Perlebrune et toute la clique quand j'avais 14-15 ans. Voilà, donc j'espère que je pense que je vais plus m'orienter sur celui-là et essayer de vous trouver le lien sur les femmes de pouvoir, on va dire, en tous les cas, royales ou pas, qui ont œuvré sur la France. Voilà, donc écoutez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, il y aura plein de photos de la reine et ça va nous faire du bien. Allez, à la prochaine. Merci d'avoir écouté ce podcast.